Donc aujourd'hui, je vais faire une capsule de révision avec vous sur l'optimisation en calcul différentiel. Donc, on va faire deux exemples ensemble là, plus détaillés pour se remémorer, dans le fond, vraiment les étapes qu'on doit prendre. Donc, je vais quand même commencer avec un petit rappel avec vous, là, juste pour vous remémorer certains points importants. Par exemple, la notion de maximum-minimum, en tant que tel, c'est assez simple. Juste se rappeler là, on peut avoir des maximums absolus relatifs. Donc, ça, ici, on a un exemple de maximum relatif. Donc, oui, ça a la forme d'un maximum. Par contre, celui-là ici, le maximum absolu est une valeur supérieure au maximum relatif. Puis, même principe ici, là, c'est un maximum relatif parce qu'on sait que la fonction va continuer puis va aller plus haut. Donc, aussi se rappeler que lorsque la fonction est croissante, la dérivée de cette fonction-là va être supérieure à 0. Et lorsque la fonction est décroissante, la dérivée de la fonction va être plus petite que 0. Donc, si vous avez besoin davantage vous rafraîchir la mémoire, ce qui n'est pas un problème du tout, juste aller revoir la théorie, dans le fond, le chapitre 5 dans le manuel de calcul différentiel, c'est aux pages 258 à 305. Si vous avez besoin juste d'un résumé du chapitre, aux pages 305 et 306, donc à la fin du chapitre, vous avez un petit résumé. Et aussi à la page 307, vous avez un réseau de concepts là, avec les étapes que vous pouvez prendre pour résoudre un problème d'optimisation. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier problème. Le premier problème, je vais le résoudre avec le test de la dérivée seconde avec vous. Puis le deuxième problème, on va prendre une autre technique. Donc, pour ce problème-là, on veut construire une boîte de base carrée, sans couvercle et de volume égal à 2 mètres cubes. On veut trouver les dimensions que l'on doit donner à la boîte au centimètre près pour utiliser la plus petite quantité de matériaux. Donc, pour commencer le problème, on va sortir des variables. C'est nous qui décidons les variables qu'on veut. Là, je vais vous donner les exemples de variables que j'ai choisies. On choisit des lettres, là, peu importe. C'est juste qu'on peut y aller avec une lettre qui a quand même assez rapport avec l'énoncé parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à vous retrouver dans vos lettres. Donc, par exemple, pour la quantité de matériaux nécessaires, on peut mettre la lettre Q majuscule, V majuscule pour le volume de la boîte, pas obligé de se compliquer la vie pour choisir une lettre, C pour la longueur des côtés de la base et H pour la hauteur de la boîte, tout simplement. Donc, avec ces variables-là, si vous ressentez le besoin, vous pouvez vous faire un petit schéma, pas obligé d'être super compliqué, là, comme par exemple, juste ici, on peut se dessiner la boîte, qu'on sait que les longueurs des côtés, c'est C par C. Puis juste imaginer que la hauteur H va être en 3 dimensions, puis ça va faire le tour de la base. Donc, à l'étape 3, on peut écrire le but pour se rappeler ce qu'on cherche vraiment. Puis ça va être pertinent pour les étapes suivantes de se rappeler vraiment qu'est-ce qu'on veut. On veut minimiser la quantité de matériaux Q. Puis comment on peut faire ça? C'est en contrôlant les dimensions de la boîte C et H. Donc, de garder ça en tête, ça peut aider à trouver les dérivés et trouver les formules par après. Donc, à l'étape 4, on peut sortir les formules. Donc, on sait dans l'énoncé que le volume est de 2 cm3. Donc, juste ici, la formule qu'on peut obtenir, c'est volume est égal l'aire de la base fois la hauteur. Donc, l'aire de la base, c'est base fois hauteur habituellement, mais là, on a un carré, donc on peut écrire C carré fois H. Donc, on sait que la valeur, c'est 2. Donc, on isole H, on obtient 2C à la moins 2. Donc, une autre formule qu'on peut avoir, c'est la quantité de matériaux. Donc, la quantité de matériaux, dans le fond, ça va être l'aire de la boîte au complet, des surfaces de la boîte. Donc, on sait qu'on a l'aire de la base. Et autour, on va avoir 4 petits rectangles là, égaux. Pour trouver l'aire des petits rectangles, dans le fond, on fait la longueur fois la hauteur. Donc, la longueur, c'est C fois H. On fait ça 4 fois. Donc, on sait que H équivaut à 2C à la moins 2. Donc, on peut le remplacer juste ici. On simplifie, on obtient que Q est égal à C carré plus 8C à la moins 1. Donc, ensuite, en ayant la valeur de Q, on veut dériver par rapport à C. Donc, on obtient dQ sur dC est égal à C carré plus 8C à la moins 1. On dérive ça, on obtient 2C moins 8C à la moins 2. Donc, pour le test de la dérivée seconde, on doit avoir la valeur de la dérivée lorsqu'elle est égale à 0. Donc,
on isole tout simplement, on a déjà trouvé la dérivée, on isole le c, on obtient que c est égal à la racine cubique de 4. Donc, pour continuer les étapes, la thèse de la dérivée seconde, on dérive, dans le fond, la dérivée seconde, c'est qu'on dérive la dérivée. Donc, on a la dérivée, on la redérive, on obtient 2 plus 16 fois c à la moins 3. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche, c'est à minimiser. Donc, on veut trouver la valeur du minimum. Pour trouver la valeur du minimum, on sait dans le théorème 5.5 que lorsque la dérivée seconde est plus grande que 0, on a un minimum relatif à la fonction à ce point-là. Donc, on veut que ce soit plus grand que 0. On isole la valeur de c. Fait qu'on obtient c est égal à racine cubique de 4. Donc, en conclusion, on sait que c'est un minimum. Donc, le c minimum va être racine cubique de 4. Donc, on a presque fini de répondre à la question, mais il nous manque quand même une étape. Donc, on veut trouver, on sait que les dimensions, c'est pas juste c, on sait que les dimensions, c'est aussi h. Donc, on a la valeur de c. Donc, on avait la petite formule pour h. On remplace c dans la petite formule. Donc, on obtient juste ici la valeur de h. Donc, là, on a trouvé toutes les dimensions possibles. Donc, on sait que la boîte va être de dimension c par h. Donc, les dimensions vont être racine cubique de 4 par racine cubique de 4 par la valeur de h qui est 2 fois racine cubique de 0,0625. Donc, on ramène ça en centimètres, on obtient 159 par 159 par 79 centimètres cubes. Donc, pour le premier problème, c'est ça. Donc, ça, c'est en utilisant le test de la dérivée seconde. Pour le deuxième problème, on va utiliser le tableau des signes pour trouver le minimum, le maximum. Donc, le problème, c'est certains médecins et psychiatres modélisent la capacité de mémorisation d'un enfant par une fonction de la forme g de t est égal à 1 si t est égal à 0 et t fois ln de t plus 1 si t est entre 0 et 4 inclus. On sait que t, c'est le temps en années, puis on va déterminer quand g prend sa plus grande et sa plus petite valeur. Donc, en d'autres mots, on cherche le maximum et le minimum de la fonction g de t. Donc, pour cette façon de résoudre-là, on veut trouver la dérivée de la fonction. Donc, on commence g' de t, on obtient ln de t plus 1. C'est quand même une dérivée assez simple. Donc, une fois qu'on a trouvé la dérivée, on veut trouver les valeurs critiques. Les valeurs critiques se trouvent avec les dérivées. Donc, la première valeur critique est g' de t est égal à 0. Et l'autre valeur critique, c'est lorsque la dérivée n'existe pas. Donc, on va commencer. Donc, juste ici, on a déjà trouvé la dérivée est égale à 0. On simplifie tout simplement à t. T est égal à e à la moins 1. Puis, lorsque g' de t n'existe pas, on regarde juste ici, dans le fond, la dérivée. Puis, quand la dérivée n'existe pas, c'est quand que t est égal à 0, puisqu'on sait que ln de 0, ça n'existe pas. Puis, on sait aussi que la valeur finale va être 4. Donc, 4 va être inclus dans les valeurs critiques puisque l'intervalle était inclus. Donc, on obtient que les valeurs critiques sont de 0, e à la moins 1 et 4. Donc, une fois qu'on a trouvé ces valeurs-là, on peut former le tableau de signes. Fait qu'on commence, on écrit nos valeurs trouvées. On en a 3 dans ce cas-ci. On peut en avoir plus ou moins, tout dépend des problèmes. Ensuite, on met des intervalles ouverts dans le fond, avec les valeurs qu'on a trouvées entre. Donc, ici, on a de e à la moins 1 à la 4. Puis ici, on a de 0 à e à la moins 1. Donc, on va juste mettre les valeurs de chaque côté dans des intervalles ouverts. Pour commencer à le remplir, on va prendre ici les valeurs de t, puis on va simplement les substituer dans les fonctions. Donc, quand on a 0, on sait que c'est 1. Quand on a t est égal à e à la moins 1, on obtient que la valeur de g de t est d'environ 0,6321. Puis, même principe avec le 4, quand on le met dans la fonction, on obtient environ 6,545. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est les valeurs juste ici. Donc, pour trouver si c'est plus ou moins, on va prendre une valeur là, entre les deux chiffres. Donc, e à la moins 1, ça donne environ 0,37. Donc, on peut prendre par exemple 0,2, là, il n'y a pas de problème. On peut prendre le chiffre n'importe quel entre. Donc, si on prend 0,2, on le remplace cette fois-ci dans la dérivée. Donc, on obtient un nombre négatif, pas obligé d'écrire le nombre, là, juste savoir si c'est négatif ou positif. On fait le même principe avec l'autre intervalle. Par exemple, on peut prendre 2 dans ce cas-ci, pas de problème. On le remplace dans la dérivée et on obtient un nombre positif.
Donc, on se rappelle avec le petit rappel que je vous ai fait que lorsque la dérivée est négative, on a une fonction décroissante. Donc, on peut se faire un petit dessin d'une flèche qui descend. Puis, on sait le contraire, dans le fond, que lorsque la dérivée est positive, la fonction va être croissante. Donc, en se faisant le petit dessin ici, on est capable de s'imaginer la fonction ressemble à quoi? Je peux essayer de vous le dessiner juste ici si vous voulez. Là. Donc, on sait qu'on part à 1, on va descendre, on va arrêter à e à la moins 1 ici, on va remonter, la fonction est croissante, puis on va monter jusqu'à tant que la valeur équivaut à 4. Donc ici, on sait qu'on a un minimum, puis qu'ici, on va avoir notre maximum. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, là, on va être capable de répondre à la question beaucoup plus facilement. Donc, on garde notre tableau en tête avec le petit dessin que je vous ai fait. Donc, on sait qu'ici, on va avoir notre minimum, donc la valeur la plus petite que peut prendre G sur cet intervalle-là. Là, il peut y avoir un autre minimum ailleurs, mais celui qu'on cherche dans cet intervalle-là va être lorsque, dans le fond, là, la valeur de T va être E à la moins 1, puis la valeur là, de G de T va être 1 moins E à la moins 1, c'est qui est l'équivalent de ça ici, là, mais on n'a juste pas arrondi. Puis la valeur la plus grande que peut prendre sur l'intervalle, ça va être juste ici. On sait qu'on remonte, puis on arrête ici. Donc, on sait que la valeur ici de 6,545 est plus grande que 1. Donc, notre plus grand maximum, ça va être lorsque T est égal à 4, puis que G de T est égal à 4 fois ln de 4 plus 1, ce qui est équivalent là, à 6,545. C'est juste qu'on n'a pas arrondi. Donc, on a répondu à la question. C'est sûr que les deux techniques sont très différentes. Par contre, c'est bon de pratiquer les deux là, pour être encore plus prêt pour l'examen. Puis, rendu à l'examen, si les deux techniques fonctionnent, vous pouvez prendre celle que vous préférez sans problème. Mais si vous êtes à l'aise avec les deux, c'est sûr que ça peut vous aider. Fait que ça, c'est le réseau de concepts que je vous parlais au début, là, avec les problèmes d'optimisation. Vous avez les étapes que vous pouvez prendre. Il y a quand même plusieurs chemins à prendre. Fait que pratiquez-les, puis vous allez pouvoir choisir celui que vous êtes plus à l'aise.